Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Jean-François Poulain, qui est un avocat, mais aussi un expert en fiscalité américaine et qui est associé au sein de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Je vais quand même laisser le soin à Jean-François de se présenter à vous. Donc, en effet, Vincent, je suis associé en fiscalité internationale chez Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, je fais partie d'une grande équipe, d'une quarantaine de ressources là, spécialisées dans ce domaine. Et aujourd'hui, et merci de ton invitation par ailleurs, et aujourd'hui, on va passer à travers quelques questions qu'on reçoit régulièrement et qui touchent les entrepreneurs qui désirent commencer à faire des affaires aux États-Unis, hein, et qui se questionnent sur les implications fiscales qui découlent de leurs nouvelles activités américaines. Alors, on commence avec la première question. Est-ce que mes ventes seront imposables aux États-Unis si j'utilise ma société opérante? C'est une grande question et on va lui répondre en séquence. Alors, la première chose à faire, Vincent, c'est tout simplement tu sais, il faut savoir si on vend un service, hein, ou un bien, ou un mix service et bien. Ça pourrait avoir des répercussions sur la détermination de l'imposition ou de la taxation de ce que vous vendez aux États-Unis. Alors, par exemple, si vous vendez des biens, on va se questionner à savoir si le bien est vendu au Canada, par exemple, ou en France, ou s'il est vendu aux États-Unis. Et on va regarder les faits, hein, puis les contrats. Alors, si, par exemple, vous fabriquez des stylos et que votre client américain vient les chercher à votre usine au Canada, ben, la vente, le bien sera livré au Canada et la vente sera canadienne. Elle ne sera pas américaine. Vous n'avez pas d'implication fiscale américaine. Est-ce que c'est la même chose pour une vente faite en France ou en Belgique ou en Suisse? Ça risque d'être la même chose, en effet. OK? Il est fort peu probable que vous ayez une vente américaine. Le titre de propriété va ne passera pas du vendeur à l'acheteur aux États-Unis, mais bien dans un autre pays. OK? Pour les services, ça dépend où les services sont rendus et où ils sont consommés. OK? Mais en général, les services, s'ils sont rendus à partir, par exemple, du Canada, sont consommés aux États-Unis, bon, vous aurez généralement pas d'implication au niveau de la taxation, okay, ni au niveau de l'imposition. Également, si par exemple vous avez une vente de biens et que vous livrez la marchandise aux États-Unis, vous avez une vente américaine, fort possiblement, eh bien, vous devrez vous questionner à savoir si la loi domestique américaine, vous avez suffisamment d'activités aux États-Unis pour que la loi domestique américaine considère que vous exploitez une entreprise aux États-Unis. Hein, vous êtes engagé dans un trade or business aux États-Unis. Alors, si votre niveau d'activité correspond à l'exigence de la loi domestique américaine, ben, vous serez assujetti techniquement à l'impôt fédéral américain. Et là, je me permets quelque chose que j'ai peut-être oublié en introduction. Hein, vous devez vous devez vous préoccuper de trois choses en tant qu'entrepreneur lorsque vous vous questionnez sur votre fiscalité américaine, vos obligations fiscales américaines. Est-ce que je suis assujetti à l'impôt fédéral américain? Un. Est-ce que je suis assujetti à l'impôt d'État américain? Deuxième question. Et troisième question, est-ce que ma vente de biens ou de services est assujettie à la taxe de vente américaine? OK? Alors, principalement, là, c'est vos trois premières questions. Après ça, quatrième question, c'est pas secondaire, là, mais c'est quoi mes obligations de conformité fiscale transfrontalière ou au Canada, aux États-Unis? OK? On y viendra peut-être plus tard, là, je crois, là, dans les questions qu'on va aborder. Alors là, je reviens à notre cas où on vend des crayons, des stylos plutôt. Alors, je livre ma palette de stylos aux États-Unis. Probablement que je commence à avoir un trade or business aux États-Unis, OK? Alors, est-ce que si selon la loi américaine, j'ai suffisamment d'activités aux États-Unis, bien là, selon la loi domestique, je devrais produire, mes bénéfices sont assujettis aux impôts américains, OK?
Et je devrais regarder si j'ai pas une convention fiscale qui vient me protéger. Parce que c'est pas parce que je suis assujetti à l'impôt selon la loi domestique américaine que je vais payer de l'impôt. Bon, les pays industrialisés, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, tels que le Canada, la France, la Belgique, ont signé des conventions fiscales avec les États-Unis. Et en vertu de ces conventions fiscales, on doit, si la convention fiscale, donc, ce qu'elle exige, dans le fond, c'est que l'entreprise canadienne maintienne une place fixe d'affaires, ce qu'on appelle aussi un établissement permanent aux États-Unis. Et si vous n'avez pas de place fixe d'affaires, même si vous êtes pris par la loi domestique américaine, vous êtes sujet à l'impôt selon en vertu de la loi domestique américaine, si la convention fiscale vient vous dire je ne réponds pas à la définition de maintenir une place fixe d'affaires aux États-Unis, ben vous ne serez pas assujetti à l'impôt américain. Vous aurez simplement une déclaration fiscale à zéro à produire aux États-Unis et invoquer la convention fiscale. OK? Produire ce qu'on appelle un treaty-based return. Bon. Alors, cas classique, vous vendez vos stylos aux États-Unis, mais vous n'avez pas de place fixe d'affaires, vous n'avez pas de bureau aux États-Unis. Hein? Vous n'avez pas de local commercial et vous ne concluez pas de vente aux États-Unis. Toutes les ventes sont conclues par téléphone ou par courriel et sont acceptées au Canada. Il y a personne qui se promène aux États-Unis puis qui signe des contrats. Alors, signer un contrat aux États-Unis, ça peut provoquer un établissement stable. Ça répond à la définition d'établissement stable. Alors, même si vous êtes pris par la loi domestique, si la convention fiscale vous protège, vous n'aurez pas vous n'aurez pas à payer de l'impôt aux États-Unis. Qu'est-ce qui arrive maintenant si vous avez un établissement stable? Vous n'êtes pas protégé par la convention, eh bien, ce sera le bénéfice gagné par l'entremise de cet établissement stable qui sera sujet à l'impôt américain. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce qu'on va payer plus d'impôts à cause que j'ai une portion de mon bénéfice, moi comme société canadienne, par exemple, qui vend des stylos aux États-Unis? Non, c'est pas grave. OK? Dans une situation comme celle-là, l'impôt américain que vous allez payer va venir réduire l'impôt canadien payable. C'est grave si l'impôt américain est plus élevé que l'impôt canadien, par contre. OK? Parce que l'impôt canadien va vous créditer avec un crédit d'impôt étranger jusqu'à concurrence de l'impôt américain que vous avez payé et qui vous créditeront pas plus. Alors, dans une situation où vous maintenez un établissement stable aux États-Unis et qu'une portion de votre bénéfice est assujettie à l'impôt américain, si votre taux d'imposition américain est plus élevé que le taux d'imposition canadien, ça peut arriver avec les États-Unis. Mais là, à ce moment-là, oui, il y a un désavantage. Vous allez payer le plus élevé des deux taux d'imposition, c'est-à-dire, dans mon exemple, l'impôt américain. Alors, ça arrive avec les États-Unis parce que, pourquoi? Parce que le taux d'imposition corporatif aux États-Unis, c'est 21% au fédéral, plus l'impôt d'État. Et souvent, ça va dépasser l'impôt canadien. On sait que l'impôt canadien, sur le premier 500 000, c'est 12% d'impôt dans certains cas, ça dépend des provinces. Et en haut de 500 000, c'est 26,5. Donc, il arrive que le taux d'imposition fédérale, combiné fédéral et étatique des États-Unis, soit supérieur, il est supérieur à 12%, c'est certain, mais soit même supérieur à 26,5%. Alors, pour la France, pour d'autres pays, c'est la même dynamique, sauf que les taux sont à peu près équivalents au taux d'imposition américain. OK? Quoi d'autre? Donc, on a parlé, il fallait regarder l'assujettissement à l'impôt fédéral, l'assujettissement à l'impôt d'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les mêmes critères d'assujettissement dans les États qu'au fédéral. Alors, vous avez plusieurs États vont respecter la convention fiscale signée par le fédéral, mais beaucoup d'autres, par exemple la Californie, ne respectent pas la convention fiscale. Alors, certains États importants. Oui, Vincent. Dans le fond, la convention fiscale intervient entre deux pays. Alors, C'est exact. dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il y a certains États qui ne respectent pas la convention fiscale parce qu'ils ne sont pas signataires de la convention fiscale. Donc, ils ne sont pas liés.
C'est ça, c'est exact. Certains vont le mentionner dans leur loi qui respectent les conventions fiscales qui sont signées par le fédéral. D'autres vont respecter la convention fiscale indirectement, par exemple, en mentionnant qu'elles vont partir du bénéfice fiscal fédéral, OK, et qu'il n'y a pas d'ajustement à faire si il y a une convention fiscale d'impliquer. OK? D'autres vont carrément dire qu'elles ne respectent pas la convention fiscale. Donc, il faut partir du bénéfice fiscal fédéral, mais il faut l'ajuster. Hein, ce qui a été exclu parce qu'il n'y avait pas d'établissement stable, par exemple, doit être ajusté. Il n'existe pas de liste définitive et claire, soit dit en passant, là, des États qui respectent directement ou indirectement les conventions fiscales, donc il faut quand même faire attention. Mais lorsqu'un État ne respecte pas la convention fiscale, je donne l'exemple de la Californie, bien là, c'est pas parce que vous êtes protégé par la convention fiscale au niveau fédéral, vous ne serez pas dans l'État. Vous allez avoir, si vous avez vous êtes assujetti à l'impôt d'État, vous allez payer de l'impôt d'État. Donc, ça se peut très bien qu'on soit exempté de produire une déclaration de revenus au niveau fiscal fédéral. T'es pas exempté. Faut que tu la produises à zéro. Faut la produire à zéro puis invoquer la convention fiscale. Donc, on n'a aucun impôt à ce moment-là à payer au niveau fédéral américain, mais on pourrait avoir à payer de l'impôt au niveau étatique. C'est exact. Et c'est très fréquent, en fait. OK? Ça arrive très souvent que on paye rien au fédéral, mais qu'on doit produire une déclaration fiscale dans l'État. Et lorsque l'État a un impôt minimum, il y a certains États qui respectent la convention fiscale, mais lorsqu'il y a un impôt minimum à payer, il faut quand même payer l'impôt minimum. OK? Donc, beaucoup d'entrepreneurs vont dire, ouais, mais là, je paye l'impôt minimum, je vais pas à produire dans l'État ou je vais payer 1000 pièces, 1000 dollars d'impôts dans un État, je suis assujetti, produis pas. Ben, il y a un risque à faire ça. Ben, d'abord, si vous composez dans des offres publiques, vous serez pas admissible à déposer votre soumission parce que vous serez pas compliance au niveau fiscal avec l'État. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux cotations publiques aux États-Unis, ben faites attention à ça. D'autre part, ben si vous voulez vendre votre entreprise dans le due diligence, si un jour vous décidez de vendre votre entreprise dans le due diligence, vous pourriez vous faire dire ben, vous n'avez pas produit vos déclarations fiscales dans les 10 dernières années dans tel État ou dans plusieurs États. Il existe un risque fiscal, donc on va réduire le prix de vente ou on va se conserver un montant sous escrow pour nous protéger du risque fiscal. Donc, faut être conscient de ça. Voilà. Alors, c'est quoi maintenant le critère d'assujettissement dans les États? C'est le critère du nexus. OK? Nexus, ça veut dire degré de rattachement minimal. Alors, est-ce que j'ai une présence minimale? Est-ce que j'ai des activités minimales dans l'État concerné? Et là, la définition de nexus va varier d'un État à l'autre. Alors, chaque État a sa propre loi avec sa propre définition de nexus. Évidemment, on peut regrouper de grandes lignes, hein, mais et là, il faut savoir que la définition de nexus aux fins de l'impôt, c'est pas le même qu'aux fins de la taxe de vente. OK? Alors, au niveau de l'impôt d'État, il y a quand même une loi fédérale qui vient réduire le pouvoir des États d'assujettir les non-résidents à leur impôt. Alors, par exemple, si vous ne faites que de la sollicitation de vente de biens tangibles, comme un stylo, là, vous allez être protégé par la loi fédérale, en général, dis-je bien, et vous pourrez pas être assujetti à l'impôt. OK? Par contre, si vous faites de la sollicitation de vente de services, ben là, vous n'êtes pas protégé par ça. Si vous avez un numéro, une ligne 800, si vous offrez une garantie, un service après-vente, si vous vous offrez un service d'installation, si vous mettez des biens en consignation, tout ça, c'est des activités, il y en a de multiples, là, qui peuvent vous créer un nexus, donc vous rendre assujetti à l'impôt de l'État. Alors donc,
C'est pas parce que je suis pas assujetti à l'impôt fédéral que je ne serai pas assujetti à l'impôt d'État. OK? C'est des questions différentes. Ça va? Au niveau de la taxe de vente, comme je vous mentionnais, il y a également une définition de nexus et elle est beaucoup plus facile à rencontrer. C'est-à-dire que vous n'avez pas de loi fédérale qui vient vous protéger, qui vient exiger, qui vient empêcher un État de charger sa taxe de vente. Alors, retenez que le critère au niveau de la taxe de vente est tellement large que, en général, vous allez dans un État, vous avez une présence, un de vos employés y va pour faire de la sollicitation, de la représentation, vraiment des choses banales. Vous avez un nexus aux fins de la taxe de vente. OK? Donc, le critère d'assujettissement est très, très léger à remplir. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir charger la taxe de vente? Pas nécessairement. OK? Ça veut juste dire que vous avez un nexus. Donc, si vous vendez, disons que Vincent, je vous vends ma caisse de stylo, puis vous l'achetez pour la revendre, ben vous allez me dire, ben Jean-François, t'as pas à me charger la taxe parce que moi, je l'achète pour le revendre. Vous allez me fournir un certificat de revente sur lequel il va être inscrit que vous l'achetez pour le revendre, puis j'ai pas à me charger, vous avez pas à me charger la taxe. Ça va être bon pour 3 ans ou 4 ans. On va le renouveler à tous les 3 ans ou 4 ans. OK? Si par contre, je vous vends ma caisse de stylo, puis vous êtes le consommateur final, et que j'ai un Nexus, ben je vais devoir m'inscrire à la taxe de vente, la charger, la percevoir, puis la remettre à l'État concerné, où je livre le bien. OK? Alors, le plus gros risque dans les trois éléments qu'on a mentionnés, l'impôt fédéral, l'impôt d'État, puis la taxe de vente d'État, il n'y a pas de taxe de vente fédérale, c'est évidemment la taxe de vente. Alors, trompez-vous pas pour la taxe de vente. Hein. Plus vous vendez, plus votre problème va augmenter. Paraît-il que la taxe de vente, selon un autre fiscaliste que je connais, est l'un des plus gros problèmes ou l'une des situations les plus sous-estimées par les entrepreneurs étrangers qui veulent faire affaire aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais je vous l'ai déjà dit aussi, je pense. Oui, c'est sous-estimé. En effet, il faut faire attention. C'est un peu sournois. Alors, vous commencez à vendre par Internet, vous commencez à vendre. Vous posez pas la question. Votre client vous le dit pas. Et puis la vie continue. Puis là, à un moment donné, vous avez beaucoup de ventes. Puis quand vous avez une vérification de l'État, ben là, il est trop tard. OK? Donc, c'est pas une question à négliger. Là. Il faut faire attention aux critères d'assujettissement. Si vous êtes assujetti, ben, vous devez prendre les moyens pour la percevoir puis la remettre, cette taxe-là. OK? Il y a plusieurs entrepreneurs qui vendent des produits physiques et qui font affaire avec Amazon en tant que marchand tiers, mais qui utilisent la plateforme d'Amazon pour vendre. Et selon ce que j'ai entendu, à ce moment-là, la perception de la taxe de vente se fait par Amazon, même si le vendeur, dans les faits, est un marchand tiers. Ouais. Je pense que l'infrastructure de vente qui est offerte par Amazon facilite de beaucoup la perception de la taxe de vente, parce que la taxe de vente aux États-Unis, vous me corrigerez, il n'y a pas de taxe de vente au niveau fédéral, c'est uniquement au niveau des États, des comtés, des villes et des commissions de transport. Alors, il y en a même certains qui disent qu'il y a plus de 50 000 taux de taxe de vente aux États-Unis et qu'on peut acheter, exemple, un iPhone dans 3 Apple Store dans l'État de New York et on va payer 3 taux de taxe de vente différents. Alors, je devine que des plateformes comme Amazon, pour des marchands tiers, ça doit faciliter la perception de la taxe de vente. Il existe effectivement certaines plateformes qui offrent le service de percevoir et de remettre la taxe à votre place. Ce ne sont pas toutes les plateformes de commercialisation qui le font, par contre. OK? Question numéro 2. Je vais ouvrir une société au Delaware. Est-ce que je vais payer de l'impôt aux États-Unis?
Ben certainement, la société du Delaware, elle est assujettie. Elle réside aux États-Unis aux fins fiscales. Ce n'est pas comme votre société canadienne. Hein. Votre société canadienne ou votre société française qui fait des affaires aux États-Unis réside pas aux États-Unis. Donc, on doit se poser la question, comme société étrangère, est-ce que j'ai un établissement stable? Est-ce que j'ai un nexus? Donc, est-ce que je suis assujetti comme société étrangère aux impôts d'État? Alors, si vous ouvrez une société américaine, que ce soit au Delaware ou ailleurs, dans un autre État, vous allez être sujet à l'impôt fédéral américain, c'est certain, si vous réalisez un bénéfice, évidemment. Par contre, bon, est-ce que vous allez être assujetti à l'impôt d'État du Delaware? Ben, il y a certains États qui n'ont pas d'impôt ou qui ont des taxes corporatives. Hein? Alors, encore faut-il, par contre, exploiter une entreprise dans cet État-là. Alors, si votre société du Delaware, qui va payer sa taxe d'affaires, le franchise tax du Delaware, elle exploite 100% de ses activités dans l'État de New York, ben, elle sera assujettie certainement aux impôts de l'État de New York. OK? Donc, c'est pas parce que vous êtes incorporé ou constitué au Delaware que vous n'êtes pas sujet aux impôts de l'autre État. OK? Mais le Delaware est un endroit où en fait, c'est généralement l'endroit qu'on choisit là, pour constituer nos filiales américaines. Hein, parce que je pense que Vincent pourra vous en parler mieux que moi. Là, il y a des avantages corporatifs importants par rapport aux autres États. C'est un État qui est, vous savez, c'est le deuxième plus petit État aux États-Unis, le premier étant le Rhode Island. Il y a moins d'1 million de population, mais c'est vraiment un géant au niveau de la création de sociétés pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que c'est une loi corporative qui est avant-gardiste, qui protège énormément les administrateurs, les dirigeants et les actionnaires. Et c'est une loi qui est revisée de 1 à 2 fois par année. Alors, c'est une loi qui est vraiment collée sur la réalité corporative, la réalité des entrepreneurs. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément d'avantages à créer une société au Delaware. Et ce qu'on voit souvent, c'est justement que la société soit créée dans l'État du Delaware, mais qu'elle s'inscrive comme société étrangère dans le ou les États où les sociétés font des affaires. Alors, par exemple, je sais pas si on dit exemple Disney World. Alors, Disney World, c'est une société qui a été créée dans l'État du Delaware. Et elle a des employés et des places d'affaires en Californie et en Floride. Alors, à ce moment-là, elle demande l'autorisation en tant que société étrangère à la Floride et étrangère à la Californie pour y faire des affaires. Alors, c'est vraiment un État, le Delaware, c'est vraiment un État qui est très, très recherché. Alors, question numéro 3, si vous voulez bien. Est-ce que payer des impôts aux États-Unis réduira ou augmentera ma charge fiscale globale? On en a un peu parlé tout à l'heure. Ben c'est dans le fond, lorsque j'ai ma société canadienne ou étrangère, peu importe quel pays, qui fait des affaires aux États-Unis, faut se questionner, bon, si je suis assujetti à l'impôt américain, je vais payer 21 au fédéral plus l'impôt d'État. Alors, il y a certains États qui n'ont pas d'impôt. Bon, mais disons, en général, où la moyenne des taux d'imposition étatique, c'est peut-être à peu près 6%. L'impôt étatique est déductible au niveau fédéral. OK? Ça vous donne un taux, disons, c'est pas 21 plus 6, c'est 21 plus 6 qui est déduit dans le 21%. Ça va vous donner un taux d'imposition d'à peu près, disons, 26%. OK? Ça dépend des États. Dans certains États, c'est plus haut parce que le taux d'imposition corporatif est plus haut. Mais si dans votre pays, vous payez 20% d'impôt, puis qu'il y a une portion de votre bénéfice qui est assujetti à l'impôt américain, et là, ce bénéfice américain-là va être assujetti à 26% d'impôt. Vous allez donc payer 26% d'impôt sur votre bénéfice de source américaine. Et dans votre pays d'origine, vous allez payer 20%. Vous allez réduire, en général, dans votre pays d'origine, vous allez avoir droit à un crédit d'impôt étranger. Et votre impôt américain va réduire l'impôt, disons, canadien, l'impôt domestique, jusqu'à concurrence de 20 $. Ils vous rembourseront pas, votre pays d'origine ne vous remboursera pas 26 $ d'impôt si vous ne payez que 20 $ d'impôt dans votre pays. Donc, comme je mentionnais tantôt, vous payez dans une situation comme celle-là le plus élevé des deux taux d'imposition. OK? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre.
le taux d'imposition corporatif américain est quand même élevé par rapport à celui de ses partenaires commerciaux. Malgré la réduction qui a été votée sous le gouvernement Trump. C'est exact. M. Trump, il a fait bien des choses dans son mandat. Mais il en a fait une bonne. Il a baissé de façon très importante les taux d'imposition, qui était un taux d'imposition gradué qui montait là, jusqu'à 39%. En moyenne, c'était 35%. On parle toujours pour les sociétés. Pour les sociétés, oui. Oui. Les particuliers, c'est autre chose. Les particuliers ont un bon taux d'imposition. Mais pour les corporations, donc, M. Trump a baissé le taux, là, disons, à une moyenne de 35% jusqu'à 21%. Cependant, ce n'est pas lui qui a eu l'idée. Hein? Même M. Obama voulait déjà le descendre, le taux d'imposition. Alors donc, l'autre chose que vous devez regarder, c'est votre taux d'imposition global. Et là, les très grandes, il y a deux façons de le compter. Les sociétés familiales très grandes, les sociétés publiques, elles vont calculer le taux d'imposition qu'elles paient aux États-Unis, plus la retenue d'impôt lorsque, disons, vous avez une filiale aux États-Unis, vous payez 26% d'impôt, vous rapatriez le profit de la filiale américaine vers la société canadienne, vous avez 5% de retenue d'impôt, et votre société canadienne, donc, probablement qu'elle ne s'imposera pas sur le revenu gagné. Et lorsque la société canadienne, donc, les grandes sociétés vont arrêter de calculer le taux d'imposition global dans la société canadienne. Pour les PME, hein, les entreprises de moyenne taille, on va compter le taux d'imposition global du bénéfice gagné aux États-Unis et on va le remonter jusque dans les poches de l'actionnaire individu. OK? Et là, c'est un exercice qu'il faut faire systématiquement parce que le taux d'imposition global, alors donc impôt américain, impôt canadien corporatif et impôt personnel, combien ça donne le taux d'imposition global si j'ai un bénéfice assujetti à l'impôt américain versus le taux d'imposition global lorsque je gagne un bénéfice dans ma société canadienne. OK? Et parfois, tu sais, on va se rendre compte que le taux d'imposition global est pas mal plus élevé lorsque le revenu provient des États-Unis. En général, ça arrive dans plusieurs cas là que on va dans le fond tenter avec disons en mettant en place les opérations américaines, on va tenter de réduire la portion du bénéfice assujetti aux impôts américains et de maximiser le bénéfice dans la société canadienne, OK? Pour réduire le taux d'imposition global. Comment qu'on va faire ça? Eh bien, on va organiser les opérations contractuelles entre la société canadienne puis la société américaine de telle sorte que on puisse justifier un profit moins élevé dans la société américaine versus la société canadienne. Je donne un exemple. Disons que je vends des stylos. Et puis, j'ai suffisamment d'activités aux États-Unis pour décider de mettre en place une filiale. J'ai des employés, j'ai un entrepôt, je m'occupe du service après-vente. Et donc là, j'ai une dizaine d'employés aux États-Unis. Je décide de les parquer, entre guillemets, dans une société que je vais constituer au Delaware puis que je vais exploiter dans un État, par exemple, la Floride. OK? Et là, j'ai le choix. Je vends mes stylos à ma société américaine qui les revend. Et là, contractuellement, elle prend le risque d'affaires. Elle doit se financer, va aller chercher une marge de crédit pour pouvoir acheter les stylos, hein, puis les revendre. Puis elle prend un vrai risque d'affaires. C'est comme si c'était un tiers, là, un distributeur. Donc, elle aura droit nécessairement à un plus grand profit. Si elle prend un plus grand risque d'affaires, elle aura droit à un plus grand profit. Versus, deuxième cas, non, ma société américaine, je lui dis, non, tout ce que tu fais, là, tu gères du stock, tu manutentionnes du stock, et puis tu fais de la représentation commerciale, tu me fournis de l'information marketing, de l'information sur le marché, et ta rémunération, ça va être cost plus 5%, cost plus 6%.
Alors donc, je te garantis que je vais te payer tous tes frais. Ton risque d'affaires, c'est zéro. Tu n'en as pas de risque d'affaires. Alors, donc, ça veut dire que si ton risque d'affaires n'est pas important, ben, tu as droit à un moins bon profit. Par contre, moi, si j'assume tout le risque d'affaires, je vais avoir droit à un plus grand profit. Alors, si je veux, ça, c'est contractuel. On a le droit d'organiser nos affaires de manière à réduire les impôts. OK? C'est légal. Les cours suprêmes de tous les pays du monde l'ont confirmé à maintes reprises. Donc, si la relation contractuelle avec la filiale fait en sorte que cette filiale-là, donc, ne prend pas de risque d'affaires, le profit qu'elle réalisera sera moindre, donc je vais payer moins d'impôts aux États-Unis et je vais réaliser un plus grand bénéfice au Canada, payer plus d'impôts au Canada. OK? Ce sont les règles de prix de transfert, hein, qui vont déterminer, en fonction des relations contractuelles entre la société étrangère et la société américaine, donc quel pourcentage de profit ou quel sera le profit que je vais devoir laisser aux États-Unis versus le Canada. OK? Donc, en langage humain, on pourrait dire que les deux personnes liées, hein, l'entreprise canadienne et, par exemple, sa filiale américaine, peuvent faire des affaires ensemble. Ça, c'est absolument légal, mais elles doivent le faire à la juste valeur marchande des produits et ou des services que l'une va vendre à l'autre. C'est-à-dire que les entreprises liées, hein, lorsqu'elles transigent ensemble des biens ou des services, doivent se traiter comme elles traiteraient un tiers. OK. OK? Vous devez agir de la même façon que vous agisseriez, avec une personne non liée. Excellent. On passe à la question 4. Une petite anecdote en passant. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça va détendre l'atmosphère parce que la fiscalité, des fois, c'est aride. Mais quand j'ai terminé mon barreau, il est de cela de nombreuses années, si mes cheveux pouvaient parler, je vous dirais quand, mais j'avais fait une demande pour faire une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Et vu mes notes moyennes à l'université, j'avais été refusé. Alors, je suis allé en appel devant le doyen de l'université et j'ai été refusé une deuxième fois. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris depuis ces refus-là, je baiserai les pieds de tous ceux qui m'ont refusé à la maîtrise en fiscalité. J'aurais été malheureux comme les pierres dans ce domaine qui est ultra compliqué, ultra complexe et qui change à peu près aux 10 minutes. Alors, je vous lève mon chapeau. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, mon cher Jean-François, parce que c'est, pour moi du moins, c'est un domaine qui est excessivement complexe. Pas si pire que ça. Faut simplement vulgariser. Ah bon. Question 4. Quelles seront mes obligations américaines relativement à la conformité fiscale? Alors ça, c'est disons, la quatrième question qu'on pourrait poser, là. Elle ne traite pas d'assujettissement, mais elle est importante. Elle est de plus en plus importante. OK? Donc, c'est certain, vous allez devoir produire votre déclaration d'impôt canadienne ou française parce que, hein, je vends aux États-Unis avec ma société canadienne, je suis imposable sur mes revenus mondiaux. OK? Je vends à ma filiale américaine, ben ça fait toujours partie de mes revenus mondiaux. OK? Mais puis si j'ai un établissement stable ou j'ai un nexus, mais ma société canadienne va devoir être assujettie à va devoir produire une déclaration d'impôt américaine. Même si j'ai pas d'établissement stable, si je suis engagé, j'ai un trade or business aux États-Unis, je vais devoir produire une déclaration d'impôt zéro avec un treaty-based return. Au niveau de l'État, c'est seulement si j'ai un nexus. OK? Et donc, la société canadienne peut devoir produire des déclarations d'impôt aux États-Unis. OK? En partant. Donc, actuellement, produisez des déclarations d'impôt canadiennes, pourriez devoir en produire aux États-Unis. Également, si vous avez une filiale américaine,
ben votre filiale américaine va produire certainement une déclaration fédérale et des déclarations d'impôts d'État dans tous les États où elle aura un nexus. OK? Même chose pour les taxes de vente. Si vous êtes assujetti aux taxes de vente, vos ventes sont assujetties à la taxe de vente, ben vous devez vous inscrire dans l'État, percevoir la taxe, la remettre, faire des rapports. OK? Mensuels, en général. Il y a également d'autres choses, une nouveauté, hein? Une nouveauté, ça fait maintenant 25 ans, là, mais là, on vieillit avec le temps. Une ancienne nouveauté. Une ancienne nouveauté, mais qui était peu importante et là, qui prend beaucoup d'ampleur. C'est-à-dire que vous avez des déclarations d'information fiscale à produire lorsque vous transigez avec des sociétés liées qui sont situées à l'étranger, que vous avez des intérêts dans des sociétés étrangères. Alors, ces formulaires-là, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Donc, ce ne sont que des informations pour dire aux autorités fiscales canadiennes et américaines, voici, moi, j'ai un intérêt dans cette filiale-là. Et voici les actifs, voici les transactions que j'ai fait avec cette filiale-là, cette filiale américaine. Je lui ai prêté de l'argent, elle m'a prêté de l'argent. Donc, les autorités fiscales de tous les pays, là, c'est la même chose en France, en Belgique, tous les pays industrialisés, demandent à ce qu'on produise des formulaires d'information sur les transactions ou les investissements étrangers maintenant. Et les pénalités rattachées à la non-production de ces formulaires sont souvent très importantes. OK? Alors, malheureusement, on constate beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis de la part de professionnels canadiens et américains qui, tout simplement, omettent de bonne foi et ne produisent pas ces formulaires-là. Et les pénalités, là, au Canada, c'est 2500 $ par formulaire. Alors, si vous avez plusieurs filiales, donc vous avez 5 filiales, c'est 2500 $ par société. Par année. Par année, oui. Et si vous avez des transactions supérieures à 1 million, ben là, c'est un autre formulaire, 2500 $ par société par année. Bon. Ça, c'est au niveau canadien. Au niveau canadien. Au niveau américain, c'est plutôt 10 000 $ par formulaire. Donc, ça monte assez vite. 10 000 $ américains. OK? Donc, ça à ne pas négliger. Il faut faire attention. Faut toujours vérifier avec son professionnel. Est-ce que je suis assujetti à ces obligations-là? Est-ce que ça a été produit dans les délais? Donc, faire très, très attention à ça. Question numéro 5. À quel moment dois-je penser à constituer une nouvelle entité aux États-Unis? Bon, c'est une bonne question. Elle a plusieurs facettes. OK? Alors, ça peut être vous voulez vendre à des États, à des municipalités, puis le Buy America vous oblige à produire, avoir une partie de votre production qui est faite aux États-Unis. Alors, vous allez ouvrir une usine aux États-Unis, vous n'aurez pas le choix de vous ouvrir vous allez probablement conclure que vous devez vous ouvrir une société aux États-Unis. Ça commence beaucoup comme ça. Moi, je vais m'implanter, je vais être sur place aux États-Unis, avoir des employés américains. Je vais avoir une image américaine. Donc, je vais me constituer une société aux États-Unis. Ça va être un front, mais dans mon industrie, je pense que ça va augmenter mes ventes. OK? On voit encore ça aujourd'hui. Des fois, ce sont des fournisseurs qui exigent carrément de faire affaire avec une société américaine. On le voit encore en 2023. Donc, des fournisseurs qui exigent de faire affaire avec une société américaine. Donc, vous allez devoir vous ouvrir une société. Et puis, les ventes, même si 100% de la production est faite au Canada ou ailleurs, vous allez devoir vendre à votre société américaine qui revendra à votre fournisseur. Acquisition. Vous voulez faire une acquisition. Votre financement va venir d'une banque américaine parfois. Donc, ça va être, sur le plan fiscal, ça va être plus intéressant de faire passer votre financement par une société américaine. Vous allez vouloir avoir un holding américain pour détenir votre participation dans votre acquisition. Hein?
On voit souvent, Vincent, des LLC aux États-Unis. Les entrepreneurs utilisent beaucoup de LLC. Alors parfois, lorsqu'une entreprise canadienne va s'associer avec un Américain, on va prendre une participation dans un LLC, on va mettre nécessairement une filiale américaine, un C Corp, hein, pour éviter des problèmes de double imposition parfois, ou en tout cas, ou optimiser la fiscalité. Hein, LLC, c'est une entité transparente aux États-Unis, c'est pas le cas aux fins fiscales canadiennes. Une chose qui est importante, c'est que effectivement les États-Unis se referment de plus en plus. L'obligation d'avoir une société américaine est de plus en plus présente, de plus en plus encouragée. Nous, on a des clients chez Corpomax, on représente des clients dans plus de 50 pays. On a créé presque 5000 sociétés américaines à ce jour et on le voit, hein, il y a des fournisseurs américains qui ne voudront pas être payés autrement qu'avec un chèque émis par une banque américaine. Or, les banques américaines n'ouvrent pas, en général, n'ouvrent pas de compte de banque pour des sociétés qui ne sont pas américaines. Il peut y avoir des exceptions peut-être, comme exemple Desjardins Bank ou peut-être Nat Bank en Floride. Alors, des banques contrôlées ou qui sont des filiales de banques canadiennes. Mais en règle générale, une banque américaine ouvre un compte de banque uniquement pour une société américaine qui détient un numéro fiscal américain qu'on appelle EIN. Alors, il y a des fournisseurs qui ne veulent absolument pas être payés autrement qu'en dollars US, ce qui est normal, à partir de comptes de banque américains, comme il y a des fournisseurs américains qui ne veulent même pas livrer leurs produits à l'extérieur des frontières américaines. Alors, c'est pour ça que, vous savez, moi, ça fait 24 ans que j'habite aux États-Unis. Ça fait 24 ans que je fais partie de cette population-là. Mes enfants ont grandi aussi ici. Et puis, le nationalisme américain est totalement exacerbé. Vous savez, au Québec, d'où je suis originaire, ça s'entend pour nos cousins français. On est nationaliste généralement soit le 24 juin, soit le 1er juillet. Mais aux États-Unis, c'est 365 jours par année et l'an prochain, ça va être 366 jours. Ils sont ultra-nationalistes. Mon petit garçon qui allait à l'école primaire, il y avait l'hymne au drapeau qui se faisait tous les matins dans la classe pendant tout son primaire. Une simple partie de baseball, les jeunes joueurs et joueuses sont en ligne sur la ligne du premier et du troisième avec la main sur le cœur et qui vont réciter l'hymne national avant chaque partie de baseball à laquelle je devais assister. Alors tout ça pour vous dire que c'est un pays, il faut pas les blâmer. Si on veut faire affaire aux États-Unis, il faut devenir américain. Et devenir américain dans ma façon de voir les choses, c'est de créer une société américaine, d'avoir une adresse américaine, d'avoir un compte bancaire américain, d'avoir ce que vous dites un numéro 1-800, donc pour les Européens, c'est un numéro vert. Donc, se donner une image américaine pour faire affaire aux États-Unis. Et en ce qui concerne l'accent, parce que j'ai tout un accent quand je parle en anglais, il y en a qui ont moins d'accent, je suis content pour eux, ce n'est pas mon cas. Ils s'en foutent carrément et je m'étais déjà excusé. Imaginez-vous, je repense à ça, c'est absolument con. Mais en 2000, je m'étais excusé auprès d'une dame à New York d'avoir un accent si prononcé. Elle m'avait dit, vous savez, Monsieur Allard, elle dit, ici à New York et dans sa périphérie, il y a 6 millions de personnes qui y résident. Il y a donc 6 millions d'accents différents. Elle dit, votre accent, on s'en fout carrément. Est-ce qu'on vous comprend? Est-ce que vous nous comprenez? C'est la seule chose qui compte pour nous. Et ça m'est resté. Alors, je me suis dit, ça n'a aucune importance. Les gens, des fois, sont bloqués par leur accent ou leur méconnaissance de l'anglais ou peut-être la difficulté de s'exprimer. Mais il faut passer par-dessus et il faut se donner une image américaine si on veut faire affaire avec des Américains. Et souvent, moi, j'ai entendu des clients me dire que leur vente avait doublé et triplé depuis qu'ils avaient une image américaine. Ouais, c'est sûr que être présent aux États-Unis, ça aide pour le développement du marché américain. Comme ça facilite l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Mais Vincent,
si vous permettez, il y a d'autres également, là, je veux juste mentionner là, en rafale là, d'autres situations. Vous allez vouloir ouvrir une société aux États-Unis. Donc, si vous avez des employés aux États-Unis, sinon votre société étrangère va devenir un employeur américain. C'est un peu plus lourd. Ça se fait là, mais c'est un peu plus lourd. Donc, en général, vous allez vouloir les parquer, ces employés-là, dans une nouvelle entité américaine. Euh, Certains évoquent des questions de responsabilité civile. Je veux limiter ma responsabilité civile pour ma société étrangère. Euh, donc, je vais parquer mes ventes dans une filiale américaine. Il faut faire attention. Là. En général, ça va pas limiter la responsabilité du fabricant étranger. Je dis ça comme ça, vous consulterez votre aviseur légal. Euh, Aussi, Mais ça crée un tampon. Ça crée un ouais, tampon. Alors, c'est sûr. le citoyen américain ou l'entreprise américaine fait affaire avec une autre entreprise américaine qui est détenue par des étrangers. À ce moment-là, ça fait déjà un tampon. Alors, si c'est la société canadienne ou française ou belge ou luxembourgeoise qui fait affaire directement aux États-Unis et qu'il y a un problème, l'Américain ou la société américaine va poursuivre en Europe. Ça les dérangera pas de traverser l'Atlantique ou peu importe l'océan. Tandis que si on a une société américaine qui fait affaire avec des Américains, à ce moment-là, ça crée un tampon. C'est pas nécessairement à toute épreuve, mais tout dépendant du domaine dans lequel vous évoluez. Vous savez, si vous vendez des bas culottes, le risque de poursuite est moins grand que si vous vendez des moteurs d'avion. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut toujours évaluer et faire en sorte de bâtir une structure qui va protéger au moins les éléments d'actifs étrangers. Autre situation qu'on pourrait évoquer aussi, c'est une obligation réglementaire. Vendre une certaine municipalité, obtenir une licence d'exploitation dans le domaine de la construction, par exemple. Donc, ce serait un autre cas où vous pourriez être tenté ou forcé d'ouvrir une entité, de constituer une société aux États-Unis. Okay. Bon, on avance bien. Question numéro 6. Certains de mes employés se rendront régulièrement aux États-Unis pour y rendre des services. Y aura-t-il un impact fiscal? Ouais. Avant de traiter de la fiscalité, vous allez vous questionner, faites-le, avant d'avoir des problèmes. Est-ce que mes employés ont le droit d'y aller aux États-Unis? Est-ce que ça leur prend un visa? Est-ce que ça leur prend une lettre expliquant aux douaniers pourquoi ils s'en vont là? Ils s'en vont là pour superviser l'installation de tel produit en vertu de tel contrat. Est-ce que je dois fournir le contrat? Alors, vous allez consulter quelqu'un qui est spécialisé en visa américain, un avocat spécialisé en immigration américaine, pour vous assurer que vos employés ont le droit de traverser la frontière pour y travailler ou faire de la représentation commerciale. Première chose. S'ils peuvent pas traverser, ben vous avez un problème. Puis il n'y a pas de question fiscale non plus. Alors, si disons que vos employés ont le droit d'aller travailler aux États-Unis, bien là, vous devez vous poser la question, est-ce que leur salaire est assujetti à l'impôt américain, aux charges sociales américaines? OK? Et est-ce que moi, je suis un employeur américain, est-ce que je dois percevoir les impôts fédéraux, d'État, les charges sociales? Heureusement, il y a la convention fiscale, si vous en avez une, avec le Canada et les États-Unis, il y en a une, vient vous protéger. Alors, si, par exemple, l'employé canadien qui s'en va travailler aux États-Unis gagne moins de 10 000 pour un emploi exercé aux États-Unis, s'il gagne moins que 10 000 américains, donc là, il va être protégé par la convention fiscale. Alors donc, par exemple, si il va aux États-Unis pour 3 jours Ouais. Et que son salaire pendant ces 3 jours-là, c'est exemple, $800. Donc, vu que c'est en bas du seuil de 10 000 ce montant-là ne sera pas imposable aux États-Unis. C'est ça, c'est exact. OK? Donc, pour un État qui respecte pas la convention fiscale, ben peut-être que là, c'est imposable. Wow. Bon. Ça arrive, ça aussi. Hein?
que l'État respecte pas la convention fiscale, puis il n'y a pas d'impôt à payer au fédéral, mais qu'il y en a dans l'État. Vous avez une deuxième exception qui est celle où l'employé gagne plus que 10 000 US pour un emploi exercé aux États-Unis, mais qu'il passe moins que 183 jours et que sa rémunération n'est pas supportée soit par un établissement stable de la société canadienne, soit par une filiale américaine. C'est-à-dire que si c'est la société canadienne qui paye le salaire, la société canadienne ne refile pas le salaire à la société américaine. Alors, il y a deux conditions. L'employé passe moins que 183 jours, et la deuxième, le salaire n'est pas assumé ou payé directement ou indirectement par une filiale américaine ou par un établissement stable d'une société canadienne. Dans cette exception-là, il faut rencontrer les deux critères. Si vous rencontrez pas l'un ou l'autre des deux critères, assumation par une filiale américaine ou 183 jours, vous respectez pas l'exception. OK? C'est intéressant ce que vous dites. Je fais pas du coq à l'âne, mais je reviens à ce que vous disiez au début. Le passage à la frontière, c'est de juridiction fédérale. Le fait de travailler aux États-Unis, c'est de juridiction fédérale, mais les États ont aussi leurs règles. Et au niveau du passage à la frontière, c'est quelque chose souvent qui est méconnu complètement, mais ça fait 24 ans que j'habite aux États-Unis et à chaque année, je vais très souvent, notamment au Québec. Il faut comprendre que le passage à la frontière de juridiction fédérale est surveillé par des agents qui n'ont aucune taxe de vente, des agents américains, qui n'ont aucune taxe de vente à percevoir, contrairement aux agents, les agents de frontières canadiens, qui, eux, entre autres, doivent percevoir la taxe de vente sur les biens achetés aux États-Unis, sans compter l'exemption. Mais aux États-Unis, il n'y a pas ce phénomène-là. Alors, ce sont des agents antiterroristes qui prennent leur rôle vraiment à cœur. Et quand vous passez à la frontière, et ça encore là, c'est vraiment méconnu, mais quand vous passez à la frontière et que vous remettez votre passeport au douanier, vous remarquerez qu'il y a une période d'environ de minimum 15 secondes durant laquelle vous n'avez pas accès à votre passeport. Et pendant ce temps-là, l'agent douanier, lui, reçoit le résultat intégré provenant de plus de 6000 bases de données qui vous concernent. Et il a le pouvoir souverain de vous accepter sur le territoire américain ou non. Et il n'y a pas de palier d'appel. En ce sens que, au moment du refus, vous ne pourrez pas lui dire « je vais parler à ton patron ». Il n'y a aucun palier d'appel. C'est par la suite qu'il peut y avoir des procédures qui sont faites pour vous permettre de passer à la frontière. Mais au moment de l'incident ou de l'intervention, vous devrez rebrousser chemin. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les douaniers américains ont un pouvoir, ont non seulement ce pouvoir-là, mais ont aussi accès à des bases de données assez extraordinaires. Et c'est une petite anecdote, encore là, pour alléger l'atmosphère absolument torride de la fiscalité américaine. C'est que j'ai un de mes amis qui, maintenant, à mon âge, que je ne dévoilerai pas, et qui, à chaque année, depuis 30 ans, passait la frontière près de Montréal pour aller aux États-Unis, en Floride, pendant un mois avec sa famille, pendant 30 ans. Et la dernière fois qu'il est passé, le douanier lui a posé une question. Et écoutez bien la question. Est-ce que vous avez déjà été pardonné pour une offense? Alors, mon ami a blanchi et a dit oui à l'âge de 18 ans. J'avais été arrêté avec 2 grammes de marijuana. Et j'ai eu une amende et après 5 ans, j'ai demandé le pardon, donc le pardon canadien, et mon dossier a été effacé. Il a été effacé pour les fins canadiennes, mais non pas pour les fins américaines qui avaient accès à ces dossiers de pardon. Et il a été bloqué à la frontière, il a dû rebrousser ce chemin avec sa famille et il ne peut plus entrer aux États-Unis. Ça démontre à quel point il y a un pouvoir énorme des douaniers américains. Donc, si vous envoyez un employé aux États-Unis, le meilleur conseil que Jean-François et moi on peut vous donner, c'est de consulter un avocat en immigration et visa de travail. Et il y en a quand même d'excellents, notamment dans la province de Québec, il y en a en France, il y en a partout, qui vont vous dire exactement quoi apporter comme document, quel visa obtenir, même souvent à la frontière, et en fin de compte,
de faire en sorte que votre employé pourra passer la frontière assez facilement. Bon, maintenant, une fois qu'on saura si votre employé est en mesure de passer la frontière, donc là, le fait que l'employé se rende aux États-Unis, ben ça pourrait avoir des répercussions fiscales. Hein? Ça pourrait vous créer un établissement stable s'il va signer un contrat, si vous l'autorisez à aller signer un contrat. Si votre employé ou vos employés participent à un chantier de construction de plus de 12 mois, dans certaines conventions fiscales, c'est 6 mois, ben ça pourrait vous créer un établissement stable aussi. Et là, comment on calcule la durée du chantier? On le calcule comme suit. Si vous y allez la première journée du chantier pour faire des prélèvements, prendre des mesures, vous y allez pas pendant 12 mois, puis à la fin du 12e mois, ben en fait au début du 12e mois, vous y retournez, vous envoyez des employés, ben c'est le délai entre les deux, même si vous étiez pas là, c'est compté dans le délai de 12 mois. OK? Alors donc, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, là, on en convient, là, mais c'est comme ça qu'on calcule le chantier de construction de 12 mois. Donc, vos employés au niveau fédéral pourraient vous créer un établissement stable, puis vous rendre assujetti à l'impôt américain. Également, même chose pour les États. Certainement, au niveau de la taxe de vente, comme je vous mentionnais, ça vous créera un nexus, probablement. Ça prend pas beaucoup d'activités pour se créer un nexus. Mais au niveau des impôts d'État, si vous allez faire de l'installation, supervision d'installation de machinerie, service après-vente, réparation, ça pourrait vous créer un nexus. OK? On n'a pas parlé, Vincent, non plus de nexus économique dans la première section. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Oui, c'est ça, et ça me revient, là. Alors, il y a un nexus physique, là, une définition de nexus, activité minimum, fait de l'installation, service après-vente, ça peut vous créer un nexus sur le plan physique, donc au niveau des activités, mais également depuis de nombreuses années, mais ça, c'est un phénomène qui s'est beaucoup accentué au cours des 10 dernières années. Les États mettent en place un niveau minimum de vente. Alors, si vous atteignez un niveau minimum de vente dans un État, disons 250 000 600 000 eh bien, automatiquement, le nexus économique, vous allez avoir défoncé le seuil minimal de vente dans l'État et ça va vous créer un nexus économique et donc tous vos bénéfices, si vous avez un nexus économique, tous vos bénéfices gagnés dans cet État-là par l'entremise des ventes seront assujettis à l'impôt d'État. Okay? C'est un nouveau phénomène et les lois sont appelées à... Disons, c'est quelque chose qui change assez rapidement. Okay? C'est un phénomène qui est en évolution, disons-le comme ça. Tu parlais de changement en fiscalité. Hein? Les nexus économiques, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer rapidement. Quoi d'autre? Ouais, la durée des séjours. Effectivement, si vous avez des employés qui participent à un chantier de construction, on l'a dit là, pendant plus que 12 mois, mais aussi qui tout simplement sont présents, si c'est pas même pas un chantier de construction, sont présents plus de 183 jours chez un client, ça pourrait également vous créer un établissement stable. Il y a aussi la question aussi de la signature d'un contrat. Hein. Alors, si l'employé part de France et s'en va aux États-Unis, selon que le contrat soit signé aux États-Unis ou que le contrat soit signé en France suite au voyage de ce représentant français aux États-Unis, est-ce qu'il y a une différence au niveau fiscal? Ouais. Il existe une certaine littérature là, sur c'est quoi signer un contrat. Hein? Donc, dans le fond, ce que les conventions fiscales mentionnent, c'est qu'on ne peut pas, si vous avez un représentant un représentant d'une société étrangère qui, sur une base régulière, je mets régulière entre guillemets, là, est en mesure d'engager contractuellement la société étrangère en sol américain, ben ça va créer un établissement stable. Mais tu sais, ça pourrait aller jusqu'à je signe, j'envoie un représentant négocier, signer un contrat avec un grand distributeur américain
peut-être que ça va rencontrer la définition de régulière, si vous avez seulement un contrat de signé, là, puis qui est important. Alors, il faut faire attention à cette définition-là. Vous pouvez envoyer quelqu'un négocier, faire du démarchage aux États-Unis, mais la signature, l'acceptation du contrat devrait être réservée au comité exécutif ou au président qui se trouve au Canada lorsqu'il, par exemple, ou dans le pays étranger, lorsqu'il engage contractuellement la société. Donc, faut se questionner sur le processus de négociation et d'acceptation des contrats. OK? Pour ne pas créer d'établissement stable de façon involontaire aux États-Unis et augmenter son taux d'imposition global. Alors, dans le cadre de la mise en place de vos opérations aux États-Unis, c'est important de consulter un professionnel de la fiscalité transfrontalière ou américaine ou internationale, de manière à adresser ou se préoccuper de ce genre de risques fiscaux. En planifiant à l'avance, vous allez éviter certains pièges fiscaux, vous allez vous poser les bonnes questions, puis vous allez être capable de maîtriser votre risque fiscal transfrontalier. Posez-vous les questions avant plutôt qu'après, si possible. Ça va coûter moins cher, généralement. Ou vous allez profiter d'opportunités. Vous allez optimiser votre fiscalité. OK. Question 7. Si j'établis une filiale aux États-Unis et que celle-ci achète des biens ou services de sa société mère, quel profit cette filiale pourra-t-elle réaliser sur la revente de ses biens ou services? Je devine que la notion de prix de transfert est importante, là. Exactement. La réponse à cette question-là, c'est ça dépend, comme bien des réponses en fiscalité, ça dépend de la façon dont vous allez organiser vos opérations ou vos transactions entre la société étrangère et la société américaine. Et là, moi j'appelle ça le modus operandi, hein. Ça va dépendre de votre réalité commerciale. Peut-être que vous allez être limité dans la façon d'organiser les transactions entre la société étrangère et la société américaine. Limité en ce sens que si, par exemple, vous avez un client américain qui exige d'acheter les produits d'une société américaine, ben là, vous n'avez pas le choix. Vous devez vendre à votre société américaine qui va les revendre. Alors, nécessairement, ton risque d'affaires risque d'augmenter parce qu'elle devra acheter et revendre. OK? À moins que vous signiez une convention de prête-nom à l'effet que t'es inutile, en fait, dans le processus de vente. Bon. Mais oui, en effet, vous avez le droit d'organiser vos affaires, comme je mentionnais plus tôt dans cet entretien, de manière à réduire votre exposition à une fiscalité de l'un ou de l'autre des pays. OK? Ça va? Question numéro 8, qui est la dernière. Si je vends des biens aux États-Unis, donc B2B ou B2C, mais que je n'ai aucune présence physique, ai-je des obligations fiscales aux États-Unis? Bien, je reviens sur le nexus économique. Alors, on pourrait avoir zéro présence aux États-Unis, hein, mais si j'ai des ventes qui dépassent le threshold, le niveau minimum de vente dans un État, je pourrais être assujetti à l'impôt d'État à cause du nexus économique. Je pense que ça répond à la question. Oui. Au niveau de la taxe de vente, pareil, hein, il y a des nexus économiques en impôt d'État et en taxe de vente d'État. Donnez-nous un exemple pratique. Ben, si je vends plus que 250 000 dans un État où le nexus économique minimal, c'est 250 000 de vente, je livre des biens là-bas. OK? Et par contre, là, ça me prendrait je vais être assujetti à l'impôt de l'État, hein, sur le profit réalisé par
mes ventes qui dépassent 250 000 et je pourrais être obligé de m'inscrire à la taxe de vente de l'État en question, de percevoir la taxe et de la remettre à l'État. OK. Tout simplement. Et ce nexus économique pour les fins de l'impôt sur le revenu n'est pas nécessairement au même niveau ou le même montant que le nexus pour les fins de la taxe de vente. Exact. Il y a un site web intéressant qui peut être consulté, ça s'appelle le Tax Foundation, où vous allez trouver des informations. Tax Taxfoundation.org. Foundation, ouais. Vous allez trouver des informations fiscales générales sur l'imposition dans les États et la taxation dans les États. Mon cher Jean-François, je pense qu'on a fait le tour de ces fantastiques, fabuleuses et fort intéressantes questions auxquelles vous avez répondu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Corpomax, on est une société basée à Newark, au Delaware, où on crée des sociétés américaines depuis 22 ans. Mais on est souvent le deuxième ou le troisième expert que les gens consultent. De loin, l'expert le plus important pour quiconque, peu importe l'entrepreneur étranger qui veut faire affaire aux États-Unis, l'expert le plus important et de loin, c'est l'expert en fiscalité américaine tel que Jean-François Poulain de chez Raymond Chabot. C'est crucial. Et une fois que la situation a été bien comprise par l'expert en fiscalité américaine, cet expert est en mesure à ce moment-là de suggérer aux clients la meilleure structure pour lancer ses activités aux États-Unis. Et nous, à ce moment-là, chez Corpomax, là, on est en mesure, nous, de donner suite à cette recommandation des fiscalistes américains. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes tenté de vous lancer sur le marché américain, il faut absolument que vous consultiez un expert en fiscalité américaine avant tout. Sinon, vous pouvez avoir de sérieux problèmes au niveau fiscal, non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau des États. Alors, ça conclut notre entretien. Jean-François, merci pour cet exposé. Et puis, écoutez, on continue nos activités de part et d'autre parce qu'on va continuer à être en contact. Merci encore. Merci Vincent.